Bonjour Tiffaine Ozière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On avance dans ce live. Vous êtes avocate, vous êtes romancière, autrice de ce livre, Assise aux éditions Stock. Fille de Brigitte Macron, c'est aussi ce qu'on a écrit ce matin pour ceux à qui le visage dirait quelque chose, le nom dirait aussi quelque chose. On va parler de tout ça, je le disais, ceci est votre premier roman, Assise. L'histoire de Laura, accusée d'avoir tué son mari violent, de Jeanne, petite fille violée par son père, de Karine, que son mari fait tourner, pardon, mais dans des films porno, c'est très sombre. Dit comme ça, c'est très très sombre. Ce sont des personnages que vous avez croisés dans votre vie d'avocate ? Alors dit comme ça paraît très sombre, mais c'est un roman qui vous amène avec les personnages au travers de leur vie. Et l'idée, c'est de se dire comment ces gens, qui sont vous et moi, se retrouvent devant le tribunal, comment ils y font face. Nous, à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait et surtout comment ils s'en sortent. Parce qu'il y a vraiment aussi une histoire de résilience. Et je me suis inspirée, effectivement, je suis avocate, de faits divers et de dossiers dans lesquels j'ai été soit côté de la victime, soit côté de l'accusé, qui m'avaient énormément touchée. Parce qu'avant tout, la justice, elle est humaine et c'est ce que j'ai voulu retracer dans ce roman. On parle de femmes victimes ici. Je suis obligé de faire le lien avec ce dont on parlait juste avant. Lina, là aussi, une jeune femme victime. Dans votre vie d'avocate, vous avez eu souvent à voir cette situation-là. Les femmes peuvent être victimes de 1000 manières différentes. Elles peuvent être victimes de 1000 manières différentes. Et là, ce qui est dramatique, c'est qu'on l'entend, elle dépose plainte pour viol et ensuite elle est harcelée. Et c'est là où on voit que c'est totalement affreux parce que c'est la double peine pour la victime. Et ce que j'ai essayé dans le livre, c'est de dire comment une femme qui a une vie normale se retrouve à un moment percutée par la vie, pourquoi elle va devant le tribunal, et notamment cette femme qui va faire le choix, parce qu'elle est percutée par des violences quotidiennes, eh bien, de passer de victime à bourreau en tuant son compagnon. En tuant son compagnon, c'est le procès qu'on suit, parce que l'héroïne aussi de ce roman, c'est une avocate, c'est vous, Maître Delorel. C'est pas moi. Je lui ai mis à disposition mon bagage juridique, des années de pratique avec les clients, parce que je voulais montrer au lecteur comment on crée un lien entre un avocat et son client. Parce qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un, c'est quand même pas rien. Et comment ça se construit bien avant les audiences et pendant le tribunal, et comment ça peut se passer entre les deux. Dit comme ça, quand je le résumais tout à l'heure avec toutes ces femmes victimes, ça peut aussi donner le sentiment que rien n'a changé finalement. Que tout ce dont on parle depuis des années maintenant, MeToo, la libération de la parole, la meilleure prise en compte des violences faites aux femmes, etc., que rien n'aurait changé. Que finalement, les femmes, beaucoup de femmes, se retrouvent encore dans cette position-là de victime du fait des hommes. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, en tout cas dans l'arsenal juridique qui a été renforcé. On a des téléphones grand danger dans les tribunaux. Il y a eu des places qui ont été ouvertes dans les centres d'hébergement. Les plaintes en ligne aussi, parce qu'il y avait des gens qui n'osaient pas franchir la porte d'un commissariat. Maintenant, il y a sans doute encore des choses à améliorer dans la justice. Je pense raccourcir, par exemple, les délais de procédure. Je parle de cette petite fille qui est victime d'inceste, mais qui est un modèle, qui a une envie folle de s'en sortir. Elle est géniale. Voilà, qui transparaît, Jeanne. Et ben, par exemple, ces enfants-là, quand ils sont au tribunal, c'est sûr que 4 ou 5 ans de procédure, c'est trop long pour se reconstruire. Donc, il y a nécessairement un renforcement de l'arsenal juridique. Et moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la manière dont on élève justement nos enfants. Moi, j'ai une petite fille, un petit garçon. Et réfléchir sur ce rapport homme-femme très tôt. Et je pense que si on mise aussi là-dessus, peut-être que les choses vont être amenées à changer. Mais comment vous, vos enfants, vous leur parlez de ça, de ces rapports hommes-femmes ? Alors, par exemple, la question de la violence, déjà la question des violences faites aux enfants. C'est-à-dire que si on est violent avec un enfant pour le punir, c'est difficile après de lui dire de ne pas être violent. Donc déjà, les bases, c'est tu respectes les autres. Et puis dans les rapports hommes-femmes, moi j'aime beaucoup cette chanson d'Eddie de Pretto, Mon Kids, tu seras viril, mon kids. Voilà, où il y a une injonction à la virilité. Voilà, exactement. Et qui retravaille la question des stéréotypes. Et moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui j'essaye en tout cas de la même manière d'élever les deux enfants. C'est un bouquin qui est politique aussi. Je sais pas, c'est surtout un roman. Moi, j'avais en tout cas envie de montrer la justice telle que je la vis, telle que je l'aime, peut-être un peu idéaliste aussi, mais qui est une justice profondément humaniste, faite par des hommes. Bouquin politique, pardon, parce qu'il y a un côté manifeste dedans, justement, de combat. C'est un combat que vous portez là aussi. Certes, c'est un roman, mais on sent que voilà, ça vous touche tout particulièrement. En tout cas, les faits sur lesquels je me suis inspirée, notamment c'est ce grand procès que vous suivez avec Laura, c'est parfois j'étais du bon côté de la barre, mais j'avais envie de défendre l'accusé, en l'occurrence une femme, parce que je trouvais que la décision était légalement juste, mais humainement discutable. Et c'est pour ça que c'est un sujet, alors peut-être politique, en tout cas moi, qui me prend aux tripes, parce que la justice, pour moi, on ne juge pas des faits, mais des hommes. Et c'est pour ça que c'était important de le traduire à travers ces personnages. Je suis obligé de vous poser la question, est-ce que le président l'a lu ? Je sais que votre mère l'a lu.
Ça, je le sais. Elle l'a aimé, elle l'a dit. Est-ce que le président de la République l'a lu? Alors, il l'a lu très récemment, parce que je lui ai amené très récemment et il a beaucoup aimé. À la fois, il m'a félicité sur les qualités littéraires et il m'a dit qu'il avait été très touché par les sujets sur lesquels il s'est engagé et qu'il le touche, lui, depuis qu'il a été élu. Mais vous, comment dire, vous l'embêtez sur ces sujets-là, vous le poussez sur ces sujets-là, justement, à partir de ce livre-là, en disant regarde tout ce qu'il reste à faire? Alors, je l'embête pas et je le pousse pas parce qu'on parle de beaucoup d'autres choses quand on est ensemble. Et puis, j'ai pas de leçons à donner parce que quand on n'est pas aux commandes, c'est difficile de. Enfin, on a plein d'idées, mais après, quand on y, c'est différent. Après, oui, c'est des sujets dont on parle avec une sensibilité différente, et donc c'est toujours intéressant effectivement d'échanger là-dessus. Le président est féministe? En tout cas, moi, je pense qu'il s'est engagé pour un certain nombre de combats. Et là encore, par exemple, pour l'IVG, c'était très important. Et ce qu'il a dit, de dire la France doit être moteur en constitutionnalisant l'IVG pour d'autres pays du monde où on voit qu'il y a un recul là-dessus. Donc, c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, je crois qu'il se bat. Je vous posais la question parce qu'il y a à la fois effectivement l'IVG, il y a à la fois ce que vous disiez sur les téléphones grave danger, sur une meilleure prise en compte de la parole des femmes, etc. Et puis, il y a eu des sorties qui ont pu dérouter. Comme sur Gérard Depardieu, par exemple, sa défense de Gérard Depardieu. Vous disiez à l'instant, on n'a pas toujours la même vision des choses. Est-ce que là, vous avez compris qu'ils se mettent à défendre Gérard Depardieu, qui était, on le souvient, accusé d'avoir, notamment accusé de viol, et puis accusé d'avoir eu des propos absolument terribles sur une enfant? Oui. Alors moi, en tout cas, à titre personnel, je ne soutiens pas effectivement la question sur Gérard Depardieu et je pense qu'il faut vraiment mettre en lumière la parole des femmes. Je pense en tout cas que sur les propos qu'il a tenus, je ne suis pas convaincue qu'il défendait Gérard Depardieu. Pour moi, il défendait la présomption d'innocence. Et c'est deux choses différentes. C'est aussi pour moi quelque chose auquel je suis attachée en tant qu'avocat, parce que la présomption d'innocence est assez vite bafouée. Et pour moi, les procès doivent se faire dans les tribunaux et pas sur la place publique. Et je pense que c'est ce qu'il avait voulu dire. Peut-être que ça a été interprété comme une défense de l'homme, mais moi, j'y vois une défense de la présomption. Mais alors justement, sur la présomption d'innocence, et ça résonne avec le livre, comment vous vous positionnez, par exemple, quand une actrice comme Judith Godrèche prend la parole et accuse publiquement, et porte plainte aussi, mais accuse publiquement un certain nombre de réalisateurs? Où est-ce que vous mettez la limite? Alors moi, j'ai été très touchée par son témoignage et je pense qu'il contribue à éclairer notamment ce qui a pu se passer dans un milieu à un moment donné. Parce que c'est vrai que quand on revoit a posteriori ces interviews, elles sont effrayantes. Parce qu'elle disait... Mais on n'a pas voulu entendre. On avait tout. On n'avait pas voulu entendre et comprendre ce qu'ils disaient. Donc, c'est sûr qu'il y a nécessairement, ça permet de contribuer à la libération de la parole. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où les sont instruits devant un tribunal, il faut laisser aux juges la possibilité de faire leur travail et de le faire de manière le plus juste possible, sans être, j'allais dire, perturbé par tous les événements extérieurs. C'est le secret aussi de l'instruction. Oui. Mais sans doute que si on raccourcissait les procédures, on aurait aussi moins de procès médiatiques. Je le disais tout à l'heure, et on le voit dans votre livre, les femmes peuvent être victimes de 1000 manières différentes. Votre mère a été victime aussi, victime d'une fake news absolument dégueulasse. On l'a tous en tête, on sait qu'Emmanuel Macron s'était exprimé là-dessus aussi. Comment est-ce qu'elle endure ça et accueille ça et combat ça, et comment est-ce que vous le vivez? Alors j'aurais du mal à répondre à sa place. Je laisserai, ce serait à elle d'y répondre. En tout cas, moi, en tant que proche, je trouve ça grotesque, mais aussi grotesque que toutes les autres théories du complot avec la Terre qui est plate, Kate Middleton qui n'est pas Kate Middleton. Et je pense qu'elle a eu la meilleure des réactions, c'est-à-dire qu'elle et son frère, mon oncle, ont déposé plainte. Et c'est la justice qui rendra sa décision et qui fera taire, pour moi, toutes les rumeurs. Et c'était la meilleure des réponses, je crois. Il y a une plainte. Ça, c'est l'avocate qui parle ou c'est la fille? Quand Les vous dites deux. c'est la meilleure des réponses? Les deux, parce que je pense qu'à un moment, il faut se saisir de ces sujets-là, il faut instruire la justice, que ça s'arrête. Parce que ce soit ma mère comme n'importe qui dans la société, ça peut faire énormément de tort. Et je pense justement que la justice, en tout cas j'y crois fondamentalement, qui est un pilier de la démocratie, peut mettre un terme à ces désinformations et condamner lourdement les auteurs, parce que c'est une forme de harcèlement comme une autre. On est plus fort que ça collectivement, mais est-ce que individuellement, est-ce que vous, par exemple, ça vous touche quand il y a ces fake news-là qui circulent? Je sais, par exemple, très bien qu'en vous accueillant ce matin, les trolls vont se déchaîner sur les réseaux sociaux après cette interview. Est-ce que ça vous atteint, vous? Mais comme vous dites, c'est des trolls. Donc en fait, moi, ça ne m'atteint pas. C'est quelque chose qui est
totalement aberrant. Je veux dire, au même titre qu'on soit gouverné par des reptiles. Moi, je trouve ça juste dommage. Et ça interpelle sur j'en parle d'ailleurs à travers d'un personnage sur autre chose, sur la déconstruction. Mmh. C'est-à-dire comment on peut se retrouver, puisque moi, je connais des gens qui ont basculé dans le complotisme, qui avaient une vie totalement normale, un métier, et qui se sont retrouvés vraiment isolés par ce phénomène-là, sur cette déconstruction, c'est-à-dire une emprise, on croit des choses, et je pense que vous, les journalistes, comme la Mmh. justice, on a un travail d'instruire, d'enquêter, de démontrer que c'est faux et de condamner le cas échéant, parce qu'il y a des gens fragiles qui se retrouvent entraînés là-dedans. J'ai le droit de donner le dernier mot du livre? Juste le dernier mot. Vous pouvez. Debout. Le titre, c'est Assise, le dernier mot, c'est debout. Comment est-ce qu'on reste debout? Bah parce que je pense que voilà, Comment est-ce qu'elle reste debout? c'est ce que vous disiez. Ça peut paraître sombre et c'est léger dans le livre parce que c'est des sujets extrêmement denses, douloureux, mais chez toutes les personnes que j'ai côtoyées, il y a une forme de résilience incroyable et cette capacité à se relever, à se tenir debout. Et c'est vraiment ça, ce que je voulais témoigner. Et à titre personnel, vous parliez de ma maman tout à l'heure, Mmh. c'est une femme debout. C'est une femme debout. Et vous aussi. Tiffaine Ozière, Assise. Et puis il y a de l'amour dans le livre. Évidemment. Il y a une histoire d'amour dans le livre. Mais là non plus, je peux rien dire, évidemment. Mais il y a une histoire d'amour au sein du tribunal. J'en dis pas plus, mais c'est à lire, Assise aux éditions Stock. Merci beaucoup, Tiffaine Ozière, d'être venue ce matin Merci à vous. en direct dans ce live sur BFM TV.